Ma demi-sœur a annoncé sa grossesse et a dit, maintenant, tu sauras enfin ce que c'est. Mais quand j'ai vérifié les images de la vidéosurveillance, j'ai vu qui était vraiment le père. Tout a commencé lors de ce qui aurait dû être l'un de mes meilleurs jours. Le message de mon père est arrivé alors que j'étais en train de coacher 20 adolescents lors de leur premier tournoi de jeux compétitifs. Je dirige une petite académie des sports. Enfin, plus si petite que ça. Nous étions en finale régionale. L'énergie dans cette salle louée était électrique. L'air sentait la pizza et les boissons énergisantes. J'étais dans mon élément, marchant derrière mes 5 titulaires, casque sur les oreilles. « Concentre-toi, Sam », ai-je dit en me penchant par-dessus l'épaule de mon capitaine d'équipe. « Ne le poursuis pas. Reste fidèle au plan. Tu peux le faire. » Sam a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais l'écran. Ils ont exécuté la stratégie à la perfection. La foule, principalement des parents et d'autres étudiants, a tout simplement explosé. On a gagné. On a vraiment gagné les régionales. Les enfants sautaient de leurs chaises, s'étreignaient, criaient. J'ai ressenti une bouffée de joie pure, une fierté si profonde qu'elle m'a presque fait fléchir les genoux. Ça, c'était réel. C'était ce que j'avais construit. J'étais au milieu d'un câlin de groupe avec une bande d'adolescents de 15 ans en sueur et fous de joie quand mon téléphone a vibré dans ma poche arrière. Je l'ai ignoré. Puis il a vibré encore et encore. Mademoiselle Collins, Mademoiselle Collins. On l'a fait, a crié Sam, brandissant le trophée en plastique bon marché comme si c'était la coupe Stanley. Vous l'avez fait, ai-je ri en le serrant dans mes bras à mon tour. Je suis si fier de vous. De vous tous. Ce n'est que plus tard, une fois la pizza terminée et le dernier parent venu chercher son enfant, que j'ai finalement sorti mon téléphone. La salle était silencieuse maintenant, juste moi et l'écho. L'écran était allumé. 3 appels manqués de mon père, Richard, et un SMS. Annonce familiale ce week-end. Ta présence est requise. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Félicitations pour le tournoi, j'ai vu le post. » Juste « Ta présence est requise. » Comme une convocation au tribunal. Ce simple message, ces 5 mots, ont réussi à crever cette magnifique bulle de joie sur laquelle je flottais. Le neuf-froid familier que j'avais toujours en traitant avec ma famille s'est resserré dans mon estomac. Je n'étais pas rentré à la maison depuis des mois. Pas depuis le dernier dîner de famille désastreux, où ma belle-mère Déborah avait passé toute la soirée à mettre en valeur les dernières réalisations de ma demi-sœur Brenda, ce qui signifiait généralement un nouveau sac à main de créateur ou des vacances qu'elle avait prises, tout en ignorant ostensiblement, douloureusement les miennes. Brenda, 10 ans de moins que moi, avait maîtrisé l'art d'être le centre du monde de tout le monde. Mademoiselle Collins, une de mes élèves, une fille tranquille nommée Maya, a jeté un coup d'œil dans la salle. Ça va? Vous avez l'air pâle. J'ai forcé un sourire. Je vais très bien, Maya. Juste fatigué. Vous avez été incroyable aujourd'hui. Rentre bien chez toi. J'ai mis mon téléphone dans ma poche, repoussant l'appréhension. Le temps de fermer l'académie et d'arriver à ma voiture, il était presque 22 heures. Le trophée était posé sur le siège passager, brillant sous les lampadaires. J'aurais dû être en train de célébrer. Au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. Fatigué du jeu auquel je devais toujours jouer avec eux. Celui que je ne pouvais jamais gagner. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre SMS de mon père. C'est important, Alice. Ne te défile pas comme la dernière fois. Comme la dernière fois, signifiait Noël, quand j'avais prétendu avoir la grippe pour éviter de regarder Brenda déballer une nouvelle voiture pendant que je recevais une carte cadeau pour un magasin de bricolage. J'ai soupiré, démarré la voiture et je suis rentré. Je suis entré dans la maison, notre petite maison de banlieue soignée pour laquelle j'avais versé la compte. C'était calme. Marc, mon mari, était dans le salon, sa silhouette se découpant dans la lumière bleue de la télévision. Il regardait un film d'action, une bière pleine de condensation sur le sous-verre à côté de lui. « Salut », ai-je dit. J'ai laissé tomber mes clés dans le bol en céramique près de la porte. Le bruit a semblé trop fort. Je suis rentré. On a gagné. Oh, c'est super, ma chérie. Vraiment super. Il n'a pas détourné les yeux de l'écran. Une voiture a explosé dans une boule de feu. C'était la première fissure.
La première que j'avais commencé à vraiment remarquer. Marc et moi avions des difficultés. Ça a commencé, si je suis honnête avec moi-même, après que le médecin nous a dit qu'il était très peu probable que je puisse un jour avoir des enfants. Mon infertilité n'était pas seulement un diagnostic médical. Dans ma famille, c'était perçu comme un défaut de caractère. Et pour Marc, il a dit que ça allait. Il a dit que nous allions bien. Mais quelque chose avait changé. Il était devenu distant, silencieux. Il restait plus tard au travail. Il passait plus de temps sur son téléphone. Et quand j'entrais dans la pièce, il éteignait l'écran rapidement. Il avait commencé à trouver des excuses pour ne pas aller à mes événements professionnels. Encore un truc d'enfant, Alice. Je suis juste crevé, disait-il. L'homme qui avait accompagné la première sortie de mon académie agissait maintenant comme si mon travail était un passe-temps enfantin. Je me suis approché et je me suis assise à l'autre bout du canapé, laissant un bon mètre de coussin entre nous. Le silence s'était tiré, rempli seulement par les coups de feu de la télévision. Mon père m'a envoyé un texto, ai-je dit finalement, essayant de garder ma voix légère. Il y a une annonce familiale ce week-end. Il dit que je suis obligé d'y être. Marc a finalement coupé le son de la télévision et m'a regardé. Il a passé une main sur son visage. Son expression était étrange. Pas agacé pour moi comme il l'était avant. C'était presque sur la défensive. Eh bien, tu devrais y aller alors, a-t-il dit. Il a pris sa bière et a bu une longue gorgée. Tu penses que je devrais y aller? Tu sais comment ils sont, Alice. C'est ton père, a-t-il dit, et sa voix était un peu trop vive. C'est la famille. Tu ne peux pas simplement les ignorer pour toujours. C'est peut-être une bonne nouvelle. Avec ma famille, une bonne nouvelle signifie généralement juste quelque chose de bon pour Brenda, ai-je marmonné, ramenant mes genoux contre ma poitrine. Je ne sais juste pas si je peux supporter Déborah et elle. Pas maintenant. Pas après. Et, m'a-t-il coupé. Brenda est ta sœur. Elle peut être pénible, je comprends. Mais c'est la famille. Peut-être qu'elle veut juste, tu sais, passer du temps avec toi. Tu ne l'as pas vue depuis des mois. Je l'ai fixée. Passer du temps? Marc, tu es sérieux? La dernière fois que je l'ai vue, à ce terrible dîner de Pâques, elle m'a demandé comment allait mon petit club de jeux vidéo. Ma voix a commencé à trembler et je détestais ça. Elle a dit, ça doit être tellement épanouissant de jouer avec les enfants des autres puisque tu ne peux pas en avoir toi-même. Cette pique particulière me faisait encore mal des mois plus tard. C'était une fléchette empoisonnée et elle l'avait visée parfaitement, juste devant Déborah qui avait souri narquoisement dans son verre de vin. Marc a eu la décence de grimacer. D'accord. Ouais, c'était bas. J'avais oublié qu'elle avait dit ça. Mais il n'avait pas oublié. J'ai su soudainement qu'il ne l'avait pas fait. Une sensation froide et nauséeuse m'a envahi. Les as-tu vus, ai-je demandé. Quoi? Il a semblé surpris. Vu qui? Déborah. Brenda. Mon père. Les as-tu vus sans moi? Non, bien sûr que non, Alice. Ne sois pas paranoïaque, a-t-il dit en se retournant vers la télévision. J'ai juste croisé ton père au magasin de bricolage il y a quelques semaines. Il a dit que tu leur manquais. C'est tout. Je ne l'ai pas cru. Pas vraiment. Mais je voulais y croire. J'étais si fatigué de me battre à la maison et avec ma famille. Je ne leur fais juste pas confiance, ai-je chuchoté. Il a soupiré. Un long son de martyr. Il a de nouveau coupé le son de la télévision et s'est rapproché, passant son bras autour de mes épaules. C'était raide. Répétez. Pas comme mon Marc. Je sais, ma chérie. Je sais qu'ils sont durs. Mais écoute, vas-y, c'est tout. Fais-le et passe à autre chose. Ça ira. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Que Brenda ait une autre voiture? Il a essayé de plaisanter, mais ça tombait à plat. Je ne sais pas, ai-je dit. Ça semble juste différent cette fois. Je serai là quand tu rentreras, a-t-il dit en m'embrassant le sommet de la tête. On pourra parler ce week-end, de nous, de tout. Je te le promets. Cette promesse me semblait plus froide que le nœud dans mon estomac. Mais que pouvais-je faire?
J'étais si désespéré que nous allions de nouveau bien. J'ai hoché la tête contre sa poitrine, sentant l'odeur légère et inconnue sur sa chemise. D'accord, ai-je dit. D'accord, j'irai. Le trajet jusqu'à la maison de mon enfance ce week-end m'a semblé plus long que d'habitude. Ce n'était que 2 heures, mais chaque borne kilométrique ramenait un flot de souvenirs. Ce n'était pas la maison de mon père. Pas vraiment. C'était la maison de ma grand-mère. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans et mon père, Richard, était dans l'armée, déployé plus souvent qu'à son tour, alors j'ai été élevé par elle. Ma grand-mère Mildred. Mildred était mon ancre. C'est elle qui m'a appris à jouer aux échecs, qui m'a dit que j'étais brillante, pas seulement intelligente pour les livres, Alice, mais maligne. Elle était vive, drôle et voyait clair en tout le monde. Elle a détesté quand papa, lors d'une courte permission, a ramené Déborah à la maison. C'est une arriviste, Richard, l'avais-je entendu lui siffler une nuit. Et elle marchera sur n'importe qui pour monter plus haut. Mais il l'a épousée. Et 1 an plus tard, Brenda est née. Et ma maison n'était plus ma maison. C'était la leur. J'étais le reste, la relique de sa première vie. Mildred était la seule à jamais me défendre. Elle a les yeux de sa mère, disait Mildred à propos de Brenda, la regardant accumuler des jouets dans un coin. Toujours à regarder, toujours à vouloir. Fais attention à elle. Mildred est décédée il y a 2 ans, juste avant mon mariage, et la maison semblait froide depuis. L'héritage était compliqué. Elle m'avait laissé la maison et tout ce qu'elle contenait. C'était son dernier geste protecteur. Mais son testament stipulait que je n'obtiendrais la pleine propriété qu'à mon 28e anniversaire, qui était encore dans quelques mois. Jusque-là, mon père, Richard, était l'exécuteur testamentaire, ce qui signifiait que Déborah et Brenda avaient carte blanche. Je suis entré dans l'allée circulaire. Mon estomac s'est instantanément serré. La nouvelle Mercedes blanche et brillante de Brenda, un cadeau de fin d'études même si elle avait abandonné l'université, était garée à ma place. La place sous le grand chêne que Mildred et moi avions toujours appelé, le port d'Alice. Bien sûr qu'elle l'était. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé mon sac à main, je suis sorti de la voiture et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La peinture s'écaillait. Mildred aurait détesté ça. La porte s'est ouverte avant même que je puisse frapper. Mon père se tenait là. Il portait un nouveau polo d'allure chère. « Tu es en retard » a-t-il dit. Pas de câlin. « Bonjour à toi aussi, papa. » Je suis passé devant lui pour entrer dans le hall. Je lui ai donné une tape maladroite dans le dos avec un seul bras. Il sentait la même chose que d'habitude, allspice et café. Mais il y avait autre chose aussi. De l'inquiétude. Il sentait l'inquiétude. « Ils sont dans le salon » a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. Je suis entré dans la pièce, et ma peau a immédiatement commencé à me picoter. C'était exactement comme je m'en souvenais, mais en mal. Toute la chaleur avait disparu. Et je l'ai vu immédiatement. Le portrait de ma grand-mère Mildred, la belle peinture à l'huile qu'elle avait faite dans sa jeunesse, avait été déplacé de sa place d'honneur au-dessus de la cheminée. Il était maintenant accroché dans un coin sombre près du couloir, partiellement masqué par un faux ficus. Comme s'il était puni. À sa place, une immense photo brillante et retouchée de Déborah et Brenda sur un bateau de croisière, souriant avec des dents d'une blancheur aveuglante. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était un nouveau niveau de manque de respect. Déborah était perchée sur la coudoir du fauteuil Queen Anne préféré de Mildred, sirotant un mimosa. Et Brenda. Brenda était assise dans le fauteuil comme une reine sur un trône. Elles portaient toutes les deux des robes bleues pastel assorties. On aurait dit qu'elles assistaient à une garden party, et elles avaient toutes les deux exactement la même expression de satisfaction féline à peine dissimulée. « Alice, tu as réussi à venir » a dit Déborah. Sa voix était comme du sucre versé sur du verre. Nous allions juste commencer. Commencer quoi? Ai-je demandé, en gardant ma voix plate. J'ai refusé de m'asseoir. Je suis resté dans l'entrée, mon sac à main serré devant moi comme un bouclier. Mon père est entré et s'est tenu maladroitement près de la cheminée, se tordant les mains. Il ne voulait pas me regarder. Il fixait ses chaussures. Maintenant que nous sommes tous là, a-t-il dit, sa voix tendue et trop haute, Brenda a une nouvelle qu'elle veut partager. Je savais. Oh mon Dieu. Je savais avant même qu'elle ne bouge.
Je savais ce que c'était. C'était le seul accomplissement qu'elle pouvait avoir qui serait conçu pour me blesser. La main de Brenda s'est posée sur son ventre. C'était un geste lent et théâtral. Elle s'est levée lentement, son sourire si vif, si étudié qu'il aurait pu couper du verre. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Je suis enceinte », a-t-elle annoncé. La pièce est devenue silencieuse. L'air en a été aspiré. J'ai senti la piqûre chaude et familière des larmes derrière mes yeux, la brûlure de l'inadéquation, la honte biologique de l'échec de mon propre corps. J'ai forcé un sourire crispé et douloureux. « Waouh !» ai-je réussi à dire. « Fait. Félicitations, Brenda. »« C'est. » »« Mais attends, » a dit Brenda, levant un doigt parfaitement manucuré. Son sourire s'est élargi. « Il y a plus. » J'ai froncé les sourcils. Que pouvait-il y avoir de plus? Et puis la porte d'entrée s'est de nouveau ouverte. Elle n'avait pas été complètement verrouillée. « Désolé, je suis en retard », a dit Marc en entrant dans le salon. Mon mari. J'étais tellement confuse. Mon estomac s'est tordu. « Marc, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais. Je pensais qu'on allait parler ce week-end. » Il ne m'a pas regardé. Il n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Il a souri, un sourire chaleureux, sincère et aimant que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. Et il est allé droit vers Brenda. Et il a posé sa main sur son ventre. La pièce, le monde, toute ma vie ont simplement basculé. Ça s'est arrêté. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais pas traiter les deux images. La main de mon mari, le ventre de ma sœur, ne se connectaient pas dans mon cerveau. « Nous sommes enceints, Alice », a dit Brenda, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie douce. Elle a levé la main et a caressé la joue de Marc. La joue de mon mari. « N'est-ce pas merveilleux ?» a-t-elle roucoulé, ses yeux rivés sur les miens, brillant d'un triomphe pur et non dilué. « Tu vas être tante maintenant. Tu auras enfin un bébé dans la famille, même si ce n'est pas le tien. » Je ne sentais plus mes jambes. Je pense que j'ai dû vaciller car la main de mon père s'est tendue pour me stabiliser, mais j'ai reculé devant son contact comme si j'avais été brûlé. « Marc », ai-je chuchoté. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. C'était un crépitement sec et cassé. « Marc, de quoi parle-t-elle? Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a finalement regardé, et il n'y avait ni culpabilité, ni honte, juste de la pitié. Une pitié froide, horrible, condescendante. « C'est juste arrivé, Alice », a-t-il dit, sa voix basse, comme si c'était moi qui faisais une scène. Brenda et moi, nous ne voulions pas que ça. Mais nous sommes amoureux. Amoureux, ai-je répété les mots. Ils sonnaient comme un non-sens, comme une langue étrangère que je n'avais jamais entendue. Ils sont amoureux, Alice. On ne peut pas lutter contre le grand amour. C'était Déborah. Elle était maintenant debout, rayonnante devant le couple heureux, se déplaçant pour se tenir à côté d'eux. Un front uni. Marc est un homme merveilleux. Il mérite une vraie famille, une famille complète. Et Brenda peut lui donner ça. Une famille complète. Les mots ont résonné dans la pièce silencieuse. Une famille complète, ce qui signifiait que j'étais, et que je serais toujours, incomplète. J'ai regardé mon père. Il fixait juste le sol, son visage pâle, sa mâchoire se crispant. Il savait. Il avait su. Cette annonce familiale. Ce n'était pas une annonce. C'était une exécution. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Ma voix tremblait maintenant, mais je m'en fichais. Depuis combien de temps ça dure? Marc a détourné le regard, comme un lâche. Brenda, cependant, était heureuse de répondre. Environ 6 mois, a-t-elle dit joyeusement, attrapant la main de Marc. À peu près au moment où il a eu cette mauvaise nouvelle du médecin. Je pense que ça nous a juste rapprochés, de savoir que tu ne pouvais pas lui donner ce qu'il voulait vraiment. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était délibéré. Tout ça. La liaison, le bébé. C'était une attaque calculée. J'ai essayé de parler, mais rien n'est sorti. J'ai regardé Marc, mon mari, l'homme que j'avais aimé depuis l'université, l'homme avec qui j'avais pleuré dans le bureau du spécialiste de la fertilité, l'homme qui m'avait tenu dans ses bras et dit « Ça va, ma chérie. Nous nous suffisons. »
Et j'ai regardé ma demi-sœur qui m'avait détesté depuis le jour de sa naissance pour la seule raison que j'existais. Et j'ai regardé mon père qui se tenait juste là, laissant faire. Et puis j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je me suis retourné, mon mouvement raide et robotique, et j'ai franchi la porte d'entrée. J'ai atteint le bord du porche, agrippant la rampe en bois blanc pour ne pas tomber. L'air frais du soir m'a frappé le visage, mais ça n'a pas aidé. Je ne pouvais pas respirer. Ma poitrine était comme dans un étau. Mon monde n'avait pas seulement basculé. Il avait pris fin. Je me suis penché, haletante, essayant d'aspirer de l'air dans mes poumons, mais il ne fonctionnait pas. J'ai entendu la porte moustiquaire grincer derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas. J'ai juste fixé une fissure dans le plancher du porche, me concentrant dessus, essayant de ne pas m'évanouir. Alice. C'était mon père. Ses pas étaient hésitants. Alice, peut-être qu'on devrait parler. Parler, ai-je dit, et le mot est sorti de ma gorge dans un rire cassé et hystérique. Parler de quoi, papa? Du fait que mon mari a un bébé avec ma sœur? Du fait que vous m'avez tous amené ici pour... Pourquoi? Pour m'humilier? Pour me briser? Non, ma chérie. Ce n'était pas comme ça, a-t-il dit, sa voix faible et suppliante. Il voulait te le dire en personne. C'est la bonne façon de faire les choses. La famille d'abord, n'est-ce pas? La famille, ai-je craché le mot. Il avait un goût de poison. Je me suis redressé et je me suis retourné pour lui faire face, et j'ai dû avoir l'air terrifiante car il a tressailli, faisant un demi-pas en arrière. Mon visage était mouillé, mais je n'avais même pas réalisé que je pleurais. C'est ça que tu appelles une famille? Tu as laissé faire ça? Tu savais? Je ne savais pas quoi faire, a-t-il balbutié, ses mains s'agitant impuissantes. Je viens de l'apprendre il y a quelques semaines. Marc est un homme bien, Alice. Il veut juste des enfants. C'est naturel. Et Brenda, elle est si heureuse. Je l'ai juste regardée. L'homme qui était censé me protéger. L'homme qui avait remplacé ma mère, remplacé ma grand-mère, et maintenant m'avait remplacé. J'ai entendu des rires de l'intérieur. De vrais rires clairs et tintants. C'était Brenda. Et puis la voix de Déborah, claire comme de l'eau de roche, flottant par la fenêtre ouverte. Eh bien, ça s'est à peu près passé comme prévu. Elle a toujours été si dramatique. Richard, ouvre le champagne. Ça se fête? J'ai senti le dernier reste de force quitter mes jambes. Et je me suis affalé sur la marche supérieure du porche, la même marche où ma grand-mère Mildred et moi nous asseyions pendant des heures à jouer aux échecs et à regarder les orages arriver. Il est faible. La voix de Mildred a chuchoté dans ma tête. C'est un homme faible, Alice. N'oublie jamais ça. Mon père est juste resté là, un fantôme dans sa propre maison. Alice, a-t-il répété, impuissant. Rentre, papa, ai-je chuchoté, ma voix creuse. Je ne pouvais même pas le regarder. Je fixais juste la cour, le chêne où ma voiture aurait dû être. Va célébrer avec ta vraie famille. Il a hésité, puis ses épaules se sont affaissées. Il s'est retourné et est rentré. La porte moustiquaire s'est fermée avec un léger clic final. Je suis resté assise là. Je ne sais pas combien de temps. Le soleil a commencé à se coucher, peignant le ciel de couleurs orange et violet, mais tout me semblait gris. J'étais engourdi, gelé. J'ai regardé une voiture passer. J'ai regardé un écureuil grimper au chêne. Mon cerveau était juste vide. Puis la porte s'est de nouveau ouverte. Je n'ai pas levé les yeux. Je m'attendais à ce que ce soit mon père à nouveau, ou peut-être même Marc venant porter un dernier coup fatal. Mais c'était Brenda. Elle est sortie sur le porche, les bras croisés. Le masque doux et sympathique qu'elle avait porté pour Marc avait disparu. Son visage était froid et triomphant. Tu sais, a-t-elle dit en s'appuyant contre la rampe, tu pourrais au moins faire semblant d'être heureuse pour nous. Tu fais de la peine à papa. J'ai lentement levé la tête. L'engourdissement se retirait et quelque chose de nouveau le remplaçait. Quelque chose de froid et de lourd. Heureuse, ai-je répété. Ouais, heureuse. Mais tu n'as jamais pu supporter que quelqu'un d'autre soit le centre de l'attention, n'est-ce pas? Pas une seule seconde. Elle s'est détachée de la rampe et s'est avancée nonchalamment pour se tenir devant moi,
me regardant de haut. Pauvre Alice infertile. Même pas capable d'avoir un bébé. Et maintenant, tu ne supportes pas que je le puisse. Et avec ton homme. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. La piqûre vive était ancrante. C'est ce que tu penses que c'est, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Tu penses que je suis jalouse? Bien sûr que tu le es, a-t-elle ricané, rejetant en arrière ses longs cheveux méchés. Tu as toujours été jalouse de moi. Depuis ma naissance. Mais maintenant, tu es vraiment jalouse. Tu es jalouse que je puisse avoir ce que tu ne peux pas. Tu es jalouse que je donne à papa son premier petit enfant. Et tu es jalouse que Marc m'aime plus. Il me l'a dit, tu sais. T'as dit quoi? Que d'être avec toi, c'était comme vivre dans un hôpital. Tous ces pleurs, tous ces essais, tous ces rendez-vous. C'était un repoussoir, Alice. Il a dit que je lui avais fait se sentir à nouveau un homme. Il m'aime parce que je ne suis pas brisé. Comme toi. Quelque chose en moi, quelque chose qui avait été gelé, s'est brisé. Une rage brûlante, blanche et chaude, a inondé mes veines, consumant le choc, le chagrin, l'engourdissement. C'était si pur, si clarifiant. Tu veux parler de ce qui est à moi, ai-je dit. Je me suis levé lentement et maintenant, c'était moi qui la regardais de haut. J'étais bien 10 centimètres plus grande. Le sourire de Brenda a vacillé. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à des larmes. Elle a fait un pas en arrière involontaire. Marc n'est pas à moi, ai-je dit, et les mots avaient un goût de cendre, mais ils étaient vrais. Il est clairement à toi. Toi et ta mère, vous le vouliez depuis des mois. Alors, tu peux l'avoir. Tu peux avoir le lâche menteur, tricheur et sans colonne vertébrale. Quoi? Elle avait l'air confuse. Ce n'était pas dans son scénario. Mais cette maison, ai-je dit, et j'ai fait un geste vers le porche, les murs, le toit au-dessus de nos têtes, cette maison est à moi. Le visage de Brenda est devenu blanc. Un blanc tacheté et laid. De quoi parles-tu? C'est la maison de papa. Non, ai-je dit, et je me suis approché, baissant la voix. Ce n'est pas le cas. Grand-mère Mildred me l'a laissé. Dans son testament. Les papiers de l'héritage sont très clairs. J'obtiens la pleine propriété sans partage à mon 28e anniversaire, qui, comme tu le sais, est le mois prochain. Elle me fixait, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Tu mens. Papa aurait. Est-ce que je mens? Demande à papa. Il est l'exécuteur. Il le sait depuis des années. Il a juste oublié de le mentionner. J'ai souri. Un sourire froid et fin qui n'atteignait pas mes yeux. Il espérait probablement que je vous laisserais tous rester, par la bonté de mon cœur brisé et infertile. Tu ne peux pas. A-t-elle hurlé, sa voix se brisant. Je le peux, ai-je dit. Alors, tu vois, Brenda, tu attends peut-être son bébé. Et tu peins peut-être les murs en jaune. Mais tu auras ce bébé dans un motel, parce que à la seconde où cette maison deviendra mienne, toi, lui et Déborah, vous serez tous à la rue. Ses mains tremblaient. Je suis enceinte. Tu ne peux pas expulser une femme enceinte. Regarde-moi faire. Papa. A-t-elle crié en reculant en trébuchant. Déborah, viens ici. Elle me menace. La porte moustiquaire s'est ouverte en claquant. Déborah est sortie en courant, son visage un masque de rage, suivi par mon père, qui avait juste l'air pâle et malade. J'ai tout entendu. A sifflé Déborah en me pointant du doigt. Espèce de petite garce. Comment oses-tu? Comment oses-tu menacer ta sœur? Je ne la menace pas, ai-je dit calmement. J'énonce un fait. C'est ma maison, et vous êtes tous des intrus. Ce n'est pas encore ta maison, a craché Déborah. Elle essaie de faire du mal au bébé, a sangloté Brenda en se tenant le ventre. Le stress. Ce n'est pas bon pour le bébé. Elle essaie de faire du mal à mon bébé. Elle s'est effondrée dans les bras de mon père, qui est automatiquement allé la réconforter. Alice, a dit mon père, sa voix suppliante alors qu'il caressait les cheveux de Brenda. Alice, pas maintenant. S'il te plaît. Elle est fragile. J'ai juste regardé les trois. La nouvelle famille parfaite est dégoûtante. Tu as raison, papa, ai-je dit doucement. Pas maintenant.
Je me suis retourné et je me suis éloigné d'eux. Je n'ai pas couru. J'ai marché. Alice. Attends, a plaidé mon père. Ne fais rien d'irréfléchi. On peut en parler. On peut trouver une solution. Je ne l'ai même pas regardé. Je suis monté dans ma voiture. J'ai démarré le moteur. En sortant de l'allée, j'ai eu un dernier aperçu d'eux dans mon rétroviseur. Déborah et mon père étaient blottis autour de Brenda, qui sanglotait hystériquement contre la poitrine de mon père. Mais juste avant de tourner au coin, Brenda a levé la tête. Elle ne pleurait pas. Elle me regardait partir. Et elle souriait. J'ai conduit. Je ne sais même pas où. J'ai juste conduit pendant des heures, les fenêtres baissées, l'air froid de la nuit fouettant mes cheveux autour de mon visage. J'ai fini sur le parking d'un hôtel à 2 villes de là. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je ne pouvais pas retourner dans la maison que je partageais avec Marc. Notre maison. Quelle blague. Je suis resté assise dans le noir, le moteur éteint, et je me suis juste effondré. La rage qui m'avait fait sortir de cette maison s'est évaporée, laissant derrière elle ce chagrin vaste, vide et hurlant. Mon mari, ma sœur, mon père. Toute ma vie était un mensonge. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et que mes yeux soient si enflés que je ne pouvais plus les ouvrir. J'ai pleuré pour mon mariage. J'ai pleuré pour le bébé que je n'aurai jamais. J'ai pleuré pour la grand-mère qui avait essayé de me protéger. J'ai dû m'endormir car je me suis réveillé avec le soleil me frappant le visage. J'avais le cou raide. J'avais mal à la tête. Pendant une seconde de bonheur, je ne me suis souvenu de rien. Et puis tout est revenu en force. Brenda, Marc, le bébé, la maison. Je me suis enregistré dans l'hôtel le moins cher et le plus propre que j'ai pu trouver. C'était beige. Tout était beige, les murs, la moquette, le couvre-lit. J'avais l'impression de disparaître. J'ai passé les 3 jours suivants dans cette chambre beige et anonyme. J'ai éteint mon téléphone. Je ne pouvais pas supporter les appels. Je savais qu'ils seraient de Marc, plein de fausses excuses, de mon père, plein de faibles justifications. Je ne pouvais pas. Je n'ai pas mangé. Je suis juste resté assise sur le lit grumeleux à regarder la télévision qui diffusait un jeu télévisé en sourdine. J'étais dans le brouillard. J'essayais de comprendre quoi faire. Ma première pensée cohérente a été « avocat ». J'avais besoin d'un avocat. J'ai utilisé le Wi-Fi de l'hôtel, qui était lent et intermittent, et j'ai trouvé la meilleure avocate en divorce de ma ville. Son nom de famille était Sharp. Sandra Harrison. Ses critiques disaient toutes la même chose, c'est un requin. Vous la voulez de votre côté. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. Ma deuxième pensée a été le travail. Mes enfants. Mon académie. J'avais manqué la fête d'après-tournoi. J'avais manqué 2 jours de cours. Ils seraient inquiets. Je devais me ressaisir pour eux. Le 4e jour, je me suis douché, j'ai mis les mêmes vêtements que je portais et je suis retourné dans ma ville. Pas à ma maison, mais à mon académie. Elle se trouvait dans un petit centre commercial que j'avais loué. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Je suis entré. L'endroit était calme. C'était le milieu de la journée. Les cours ne commenceraient pas avant quelques heures. Mon assistante, Maria, était à la réception au téléphone. Elle a levé les yeux et ses yeux se sont écarquillés de soulagement. Alice. Oh mon Dieu, où étais-tu? Tu vas bien? Elle a raccroché le téléphone. J'ai eu une urgence familiale, ai-je dit. Ma voix était rauque. C'est ce que ton mari a dit quand il a appelé, a-t-elle dit en fronçant les sourcils. Il est passé, Alice. Avec ta sœur. Le neuf-froid était de retour, plus serré que jamais. Quoi? Quand? Quand était-il ici? Hier. Et avant-hier. Ils ont dit que tu n'allais pas bien. Que tu prenais un congé d'une durée indéterminée. Ils ont dit qu'ils allaient superviser les choses pour toi. Je la fixais. Mon sang s'est glacé. Superviser quoi? C'est mon entreprise. Mon nom est sur le bail. Je sais. Je leur ai dit ça, a dit Maria, sa voix montant de frustration. Mais lui, Marc, il avait une clé. Il est entré après les heures d'ouverture. Et puis les parents, Alice,
plusieurs d'entre eux ont appelé toute la matinée. Ils veulent retirer leurs enfants du programme. Ils demandent des remboursements. Quoi? Pourquoi? C'était mon entreprise, ma vie. J'avais construit cet endroit à partir de rien. J'y avais mis chaque centime que j'avais et chaque parcelle de mon âme. Je ne sais pas, a dit Maria, l'air honteux. Ils étaient vagues. Ils ont juste dit qu'ils étaient préoccupés par l'instabilité du programme. Alice, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, que j'avais finalement rallumé, a vibré. C'était un email de Janice, la mère d'un de mes meilleurs élèves, samedi. Objet, inscription de Jérémy. Chère Alice, je suis vraiment désolé, mais nous avons décidé de retirer Jérémy de l'académie avec effet immédiat. Nous venons d'entendre des choses très troublantes. Compte tenu de votre situation personnelle actuelle, nous ne pensons tout simplement pas que ce soit un environnement stable pour lui. Je vous souhaite tout le meilleur. Janice. Situation. J'ai immédiatement composé le numéro de Janice. Mes mains tremblaient. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Janice, c'est Alice. Je viens de recevoir ton email. Qu'est-ce que c'est? Que as-tu entendu? Nous venons de gagner les régionales. Sam a été le meilleur joueur. Elle est restée silencieuse un moment. Oh, Alice. Je ne voulais pas être celle qui. Écoute, je suis tellement désolé pour toi et Marc. Et ta sœur. Mon estomac est tombé au sol. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Janice? Ta sœur, Brenda, elle m'a appelé, a chuchoté Janice comme si elle avait peur d'être entendue. Elle m'a appelé hier. Elle m'a tout raconté, sur le bébé et sur ta dépression nerveuse. Ma dépression nerveuse. Elle a dit que tu étais mentalement instable. Que tu avais été. Eh bien, que tu avais dû être interné. Que tu n'étais pas apte à être avec des enfants, surtout maintenant. Je me suis affalé sur ma chaise de bureau. Je ne sentais plus mes mains. Elle a dit que je n'étais pas apte. Elle a mentionné ton état, ton infertilité, la voix de Janice était pleine de pitié, ce qui était 1000 fois pire que la colère. Elle a dit que la nouvelle de sa grossesse, combinée à ton état, t'avait juste fait craquer. Elle a dit qu'elle et Marc lançaient leur propre programme pour les jeunes, quelque chose de plus traditionnel, plus axé sur la famille. Elle a dit que la plupart des parents y transféraient leurs enfants. J'allais être malade. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un assassinat de réputation. C'était une invasion. Ils ne prenaient pas seulement mon mari et ma famille. Ils essayaient de détruire mes moyens de subsistance, ma réputation. La seule chose qui me restait qui était à moi. Janice, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Janice, c'est un mensonge. Tout ça. Je ne suis pas instable. Je ne suis pas dans un hôpital. Je suis à mon académie en ce moment même. Oh, a-t-elle dit. Elle avait l'air confuse. Mais Brenda a dit. Elle avait l'air si inquiète. Et Marc l'a confirmé. Il a envoyé un email à la liste des parents. Il a fait quoi? J'ai couru vers mon ordinateur. C'était là. Un email de Marc, depuis mon compte professionnel, aux parents de l'académie. En raison d'une crise de santé personnelle soudaine et grave, ma femme Alice prendra un congé d'une durée indéterminée. Ma belle-sœur Brenda et moi superviserons les opérations. Nous comprenons que cela est soudain, mais nous nous engageons à, ils vous mentent, Janice. Ils essaient de voler mon entreprise. Je perdais des élèves. Je perdais mon salaire. Je perdais tout. Oh, Alice, a-t-elle répété. C'est un vrai bazar. Écoute, je dois y aller. Et elle a raccroché. Elle n'a pas dit qu'elle garderait Sam dans le programme. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de Brenda. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix écœurante de douceur. Alice, ma sœur. On était si inquiets. Tu es déjà sortie? C'était une garde de 72 heures? Arrête tes conneries, Brenda, ai-je lâché, ma voix glaciale. Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu as dit à Janice. Je vois l'email que Marc a envoyé. Oh, ça, elle a ri. Un rire léger, désinvolte, imperturbable. Je veillais juste aux meilleurs intérêts des enfants. Je veux dire, d'après ce que Marc m'a dit,
tu n'es pas au mieux de ta forme. C'est compréhensible. Tout ce stress, tous ces échecs, ça devait te faire craquer. Tu essaies de me ruiner, ai-je sifflé. Mes jointures étaient blanches sur le téléphone. J'essaie de construire quelque chose, m'a-t-elle corrigé. Marc et moi sommes une équipe, une famille, et nous lançons un nouveau programme. C'est pour le mieux. Tu devrais te concentrer sur. Eh bien, sur ton rétablissement. Et sur tes cartons. Mes cartons? Oh, Marc ne t'a pas dit? Il déménage ses affaires dans la maison. Ma maison. Eh bien, notre maison maintenant. C'est juste qu'avec le bébé qui arrive, on doit préparer la chambre d'enfant. Et honnêtement, Alice, le stress que tu provoques n'est tout simplement pas bon pour moi. Pour le bébé. Mon téléphone a immédiatement vibré. Un SMS. C'était d'elle. Une photo. C'était une photo de Marc et Brenda debout dans le salon de ma grand-mère. Ils tenaient des rouleaux de peinture. Le mur derrière eux, le mur où se trouvait le portrait de Mildred et où avait été la photo du bateau de croisière, était maintenant d'un rose bonbon vif, hideux. La légende disait, on commence la chambre d'enfant. C'est drôle comme on a pu changer les choses rapidement quand on a su la vérité sur toi. Papa nous laisse rester ici jusqu'à la naissance du bébé, si généreux. On se voit à l'expulsion. J'ai regardé la photo. J'ai regardé le texto. J'étais de retour dans cette chambre d'hôtel. Seulement cette fois, le chagrin avait disparu. Il ne restait que de la glace. De la glace pure, froide, dure comme du diamant. Ils veulent la guerre, me suis-je chuchoté dans le bureau vide et silencieux de mon entreprise en faillite. Très bien, ils l'auront. J'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assise là 1 minute, laissant la glace se répandre, aiguisant mes pensées. Ils me croyaient brisé. Ils me croyaient faible. Ils avaient oublié qui j'étais. J'étais la petite fille de Mildred. Et Mildred m'avait appris à jouer aux échecs. Elle disait toujours, ne joue pas leur jeu, Alice. Fais-les jouer le tien. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai appelé mon avocate. Bonjour, c'est le cabinet de Sandra Harrison. J'ai un rendez-vous pour la semaine prochaine, mais je dois l'avancer. Non, pas demain. Aujourd'hui. Tout de suite. C'est une urgence. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Je me suis lancé en mode survie. J'ai arrêté de dormir. J'ai arrêté de manger. J'ai juste travaillé. Mon premier arrêt fut le cabinet de mon avocate. Sandra Harrison était exactement comme ses critiques la décrivaient. C'était une petite femme dans un costume Armani impeccablement coupé, les cheveux noirs tirés en un chignon sévère. Elle ne m'a pas offert de café. Elle a juste pointé une chaise. Vous avez 30 minutes avant mon prochain client, a-t-elle dit. Parlez. J'ai tout déballé. Le mari, la sœur, le bébé, l'héritage, l'entreprise, l'email, la diffamation. Elle a écouté patiemment, son visage impassible, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, son bureau est resté silencieux un long moment. Je me sentais exposé, pathétique. Puis elle a joint ses doigts. Eh bien, mademoiselle Collins, c'est une sacrée situation. Dites-moi ce que je peux faire, ai-je dit, la voix tremblante. Il est toujours dans ma maison. Notre maison. Celle dont j'ai payé l'hypothèque ces 3 dernières années. Et elle est dans la maison de ma grand-mère. La maison que vous copossédez avec votre mari est un bien communautaire, a-t-elle dit, sa voix nette. Demander le divorce est la première étape. Nous le faisons aujourd'hui. Nous pouvons déposer une requête d'urgence pour le faire expulser, compte tenu de la détresse émotionnelle extrême et de sa conspiration avec votre sœur, mais ce sera un combat. Il prétendra que vous avez abandonné la propriété. Je ne l'ai pas abandonnée. Il m'a chassé. Je sais, a-t-elle dit. Nous nous battrons. Mais l'autre maison, c'est le vrai problème. La maison de ma grand-mère, ai-je chuchoté. C'est ça le problème, a-t-elle dit en fronçant les sourcils. Le testament de votre grand-mère est clair. Vous obtenez la maison libre et nette à votre 28e anniversaire. Mais jusqu'à cette date, qui est, elle a vérifié son calendrier, dans 5 semaines, votre père est le seul exécuteur. Il a le droit légal d'entretenir et de protéger la propriété. Donc, il peut juste les laisser envahir ma maison.
Les laisser peindre les murs anciens et inestimables de ma grand-mère en rose? Légalement, oui. Il peut prétendre qu'il protège l'actif pour le futur petit enfant, qui est, après tout, de son sang. Elle a vu l'expression sur mon visage. C'est un argument faible, mais il tiendra devant le tribunal des successions assez longtemps pour qu'il fasse des dégâts. Assez longtemps pour dépasser votre anniversaire. J'ai eu la nausée. Donc je ne peux rien faire? Je les laisse juste prendre le dessus? Je n'ai pas dit ça, a dit Madame Harrison, et le plus petit et le plus vif des sourires a joué sur ses lèvres. Ils essaient de détruire votre entreprise en vous diffamant. C'est passible de poursuite. Nous déposons une mise en demeure aujourd'hui. Nous portons plainte pour diffamation. Et ils occupent une maison qui est sur le point d'être à vous. Nous devons juste changer le récit. Nous devons les mettre mal à l'aise. J'ai quitté son cabinet avec une montagne de paperasse. La demande de divorce semblait froide et lourde dans mon sac. J'ai conduit jusqu'à mon ancienne maison, la maison de Marc maintenant, pour récupérer mes affaires. J'avais bien calculé. Je savais qu'il serait au travail. Je me suis garé et mon cœur battait la chamade. C'était ma maison. J'avais planté ces rosiers près de la boîte aux lettres. J'ai utilisé ma clé. La serrure a cliqué. Je suis entré. C'était stérile. Mes photos avaient disparu des murs. Mes livres avaient disparu des étagères. À leur place, les affaires de Brenda. Ces stupides coussins roses à froufrou sur mon canapé. Ces magazines de célébrités de mauvais goût étalés sur ma table basse. Il l'avait déjà fait emménager. J'ai couru dans la chambre. Mon placard était à moitié vide. Il avait emballé mes affaires, mes vêtements, mes articles de toilette, ma vie, dans des sacs poubelles noirs et les avait jetés dans la chambre d'amis. Je suis resté là, entouré de sacs poubelles remplis de ma vie. Et je n'ai pas pleuré. J'étais trop en colère. Je vibrais de rage. J'ai attrapé les sacs, mon ordinateur portable, mon passeport et la seule chose qui m'importait vraiment, la boîte à bijoux de ma grand-mère. Je suis sorti de cette maison pour la dernière fois. En partant, j'ai vu une lettre sur le comptoir de la cuisine. C'était de la banque. C'était un avis de demande de prêt sur valeur domiciliaire. Ils essayaient de contracter un prêt sur ma maison pour financer leur nouvelle vie. J'ai pris la lettre et je suis parti. J'ai passé la semaine suivante à vivre dans cette chambre d'hôtel beige. Je me noyais dans les frais de justice et mon entreprise se vidait de son sang. J'avais perdu plus de la moitié de mes élèves. Mon salaire avait disparu. Je brûlais mes économies juste pour maintenir les lumières allumées à l'académie. J'allais tout perdre. J'étais assise sur le lit grumeleux de l'hôtel, mangeant des crackers assis d'un distributeur automatique et regardant une photo sur mon téléphone. C'était moi et Mildred assises sur le porche de sa maison, un échiquier entre nous. J'avais peut-être 12 ans. Je venais de la battre pour la première fois. Le regard de fierté sur son visage. Ne joue pas leur jeu, Alice. Fais-les jouer le tien. Sa voix. Je pouvais l'entendre si clairement. Leur jeu était la diffamation, les mensonges, les attaques sournoises. Mon jeu était la stratégie. Mon jeu était mon travail. Mon jeu était ma communauté. Une idée a jailli. C'était fou. C'était ambitieux. C'était parfait. C'était la sienne. C'était celle de Mildred. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement laissé une maison. Elle avait aussi laissé un fonds important, dont je prenais également le contrôle à mon 28e anniversaire. Mais le fonds avait une stipulation. Il devait être utilisé pour des actions communautaires et philanthropiques liées au développement de la jeunesse. Deborah et Brenda ne connaissaient pas cette partie. Elles ne connaissaient que la maison. Elles pensaient que l'argent avait disparu. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Maria. Maria, tu es toujours avec moi. Bien sûr, Alice. Jusqu'au bout, même si ça s'annonce plutôt mal. Bien, ai-je dit, un vrai sourire se dessinant sur mon visage pour la première fois depuis des semaines. J'ai une idée. Tu te souviens de ce tournoi de charité dont on a parlé? Celui qu'on disait trop grand pour nous, le mémorial Mildred Collins? Oui. Tu as dit que c'était un rêve irréalisable, qu'on ne pourrait jamais obtenir le financement ou le lieu. Ce n'est plus un rêve irréalisable, ai-je dit en me levant, faisant les 100 pas dans la petite chambre d'hôtel. C'est un plan de bataille.
Je veux que tu le réserves. Réserve-le pour dans 2 semaines. C'est le samedi avant mon anniversaire. Le réserver où, Alice? On ne peut pas se permettre le centre des congrès. On n'en a pas besoin, ai-je dit en regardant la photo de Mildred sur mon téléphone. On va l'organiser chez ma grand-mère. Quoi? Mais Brenda et Mark. Ils ne sont pas les propriétaires. Mon père est l'exécuteur testamentaire et il les laisse y rester pour se préparer au nouveau bébé, n'est-ce pas? Pour honorer l'héritage familial. Eh bien, qu'est-ce qui fait plus partie de l'héritage de Mildred qu'un événement caritatif massif en son nom? Un événement pour collecter des fonds pour les programmes d'aide à l'enfance. Maria est restée silencieuse un instant. Puis, oh mon Dieu, Alice. C'est diabolique. J'adore. Je veux que tu invites toutes les chaînes de télévision locales, tous les membres du conseil municipal et tous les parents de cette ville. Même ceux qui sont partis, surtout ceux qui sont partis. Ils ne te laisseront jamais faire, a dit Maria. Ils le doivent, ai-je dit, ma voix dure comme de l'acier. Sinon quoi? Ils vont publiquement refuser un événement caritatif pour les enfants placés dans la maison d'une célèbre philanthrope locale? Ils vont dire aux nouvelles que leur fille enceinte est trop fragile pour supporter quelques enfants dans le jardin? Laisse-les faire. On gagne dans tous les cas. La semaine suivante fut un tourbillon. Mon avocate, Madame Harrison, a trouvé mon plan brillant. C'est parfait, avait-elle ricané au téléphone. C'est un coup d'échec public. Votre père est l'exécuteur testamentaire et il laisse votre sœur y rester pour protéger l'héritage familial. Eh bien, nous venons de l'informer que ce tournoi est l'héritage de Mildred. S'il dit non, il passe pour un monstre. Il est obligé de vous laisser faire. Il est piégé. Elle avait raison. J'ai envoyé la demande formelle à mon père par email, en mettant en copie Madame Harrison et la conseillère municipale qui avait connu Mildred. La réponse est arrivée moins d'1 heure plus tard. De l'adresse email de Déborah. Richard est d'accord. Cela semble être une idée charmante. Mais comme vous le savez, Brenda est au repos strict au lit en raison de complications et ne peut pas être dérangée. Votre petite fête doit être confinée au jardin uniquement, et nous superviserons pour nous assurer que la santé de ma fille n'est pas mise en danger. Confinée au jardin. Il pensait me coincer. Il pensait me remettre à ma place. Il n'avait aucune idée qu'il me donnait la scène parfaite. Le jour du tournoi, je me suis réveillé avant le soleil. J'étais toujours à l'hôtel, mais c'était le dernier jour. Je partirai demain, le jour de mon anniversaire. Demain, j'aurai la maison, le fonds et ma vie en retour. Aujourd'hui, il s'agissait de leur montrer, ainsi qu'à toute la ville, qui j'étais vraiment. Je suis arrivé chez Mildred à 8 heures du matin. Le jardin, qui était grand et tentaculaire, était déjà en cours d'installation par mon équipe de bénévoles. C'était incroyable. Des parents qui m'étaient restés fidèles, et même quelques-uns qui étaient partis et revenus, la queue entre les jambes, étaient tous là. Des tentes, des stations de jeux, un podium et une immense bannière sur laquelle on pouvait lire « Tournoi mémorial Mildred Collins, joué pour le bien ». Tous les bénéfices seront reversés au fonds d'aide à l'enfance du comté. Déborah et Brenda regardaient depuis le porche comme 2 vautours en colère. Brenda était assise dans un grand fauteuil confortable, une couverture sur ses genoux, l'air agacé. Tant pis pour le repos strict au lit. Mark était là aussi. Il déplaçait des chaises pour elle, agissant comme le maître de maison. Il avait l'air stressé. Il avait probablement vu les lettres de Madame Harrison. Il a essayé de croiser mon regard. Alice, a-t-il dit en s'approchant de moi, la voix basse. On doit parler des papiers du divorce. Tout ça est un malentendu. Elle est très hormonale. La seule chose que j'ai à te dire, Mark, ai-je dit sans même m'arrêter alors que je passais devant lui avec une boîte de câbles, c'est que tu devrais parler à mon avocat. C'est celui dans le costume impeccable. Oh, attends. Non, ça, c'est mon avocat. Tu n'en as pas encore, n'est-ce pas? Bonne chance avec ça. Son visage est devenu pâle. L'événement a commencé à midi et il y avait foule. Les camionnettes des chaînes de télévision locales étaient là. Le maire était là, celui qui était en campagne pour sa réélection. Les parents et les enfants étaient partout. Mes élèves restants agissaient comme des capitaines d'équipe et ils rayonnaient de fierté. Ça marchait. Je me sentais bien. Je me sentais de nouveau moi-même.
Je devais prononcer le discours d'ouverture à 14 heures, juste avant le match final. À 13h45, je me tenais sur le côté de la maison, révisant mes notes, les mains tremblant juste un peu. Maria m'a serré le bras. « Tu peux le faire, patronne. » Et puis je l'ai vue. Brenda, qui était censée être au repos strict au lit, était aidée à monter sur le podium par Marc d'un côté et mon père de l'autre. Elle en faisait tout un spectacle, grimaçant, la main sur son ventre. Déborah était juste derrière eux, tendant un dossier de presse brillant et en couleur aux journalistes. « Qu'est-ce qu'ils font ?» ai-je chuchoté à Maria. « C'est à moi de parler maintenant. » Avant que je puisse bouger, Brenda était au micro. Elle l'a tapoté et le Larsen a grincé dans la cour, faisant taire la foule. « Salut tout le monde », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse humilité. Elle a posé une main sur son ventre très visible. « Je voulais juste vous remercier tous d'être venus. Cela signifie tellement pour notre famille que vous soyez ici pour soutenir l'héritage de ma grand-mère. » Elle a souri faiblement à mon père. Il avait l'air mal à l'aise, mais il a mis son bras autour d'elle. Les appareils photo ont flashé. Comme beaucoup d'entre vous le savent, a poursuivi Brenda, ma sœur Alice a traversé beaucoup de choses. Sa passion pour ce projet de jeu était admirable, mais c'est devenu trop pour elle. Le stress. Les caméras étaient toutes sur elle. J'ai commencé à me frayer un chemin à travers la foule, mais elle était trop dense. Non, ai-je dit. Non, elle. C'est pourquoi, a annoncé Brenda, sa voix résonnant d'une fausse force, mon mari Marc et moi, avec la bénédiction de mon père, prenons la relève. Nous lançons un nouveau programme de mentorat pour les jeunes, un programme qui se concentre sur les valeurs traditionnelles, sur les vrais liens familiaux, pas sur les écrans. Un murmure a parcouru la foule. Les journalistes griffonnaient furieusement. Et elle a dit, portant le coup de grâce, pour montrer notre engagement envers cette communauté et envers l'avenir de cette famille, mon père vient de faire une annonce incroyable. Compte tenu de mon état et de mon nouveau programme communautaire, mon père a décidé de me transférer la propriété de cette maison de façon permanente. Les papiers ont été déposés ce matin. Le monde a de nouveau basculé. Tu ne peux pas, ai-je chuchoté, réussissant enfin à me frayer un chemin jusqu'au devant de la foule. Les micros l'ont capté. Déborah s'est avancée, brandissant un papier. L'héritage était conditionné à l'utilisation continue de la propriété à des fins familiales, a-t-elle annoncé calmement, comme si elle lisait un scénario. Richard et moi convenons que le programme de Brenda et son nouveau bébé servent mieux cette intention qu'un club de jeux vidéo. Le sourire triomphant de Brenda m'a semblé être un couteau dans le ventre. Nous maintenons en vie l'héritage de Mildred, a-t-elle dit aux caméras, comme elle l'aurait voulu, en nourrissant les générations futures. J'ai regardé mon père. Il ne voulait pas croiser mon regard. Il fixait juste ses chaussures. Il l'avait fait. Il l'avait vraiment fait. Il avait trouvé une faille. Il avait volé mon héritage, la maison de ma grand-mère, et la lui avait donnée. Je crois que j'ai perdu connaissance une seconde. L'humiliation était si intense, si publique. Les caméras étaient sur mon visage. Les parents chuchotaient. Janice était là et elle ne voulait pas me regarder. J'étais tombé droit dans leur piège. Ils avaient utilisé mon événement, ma presse, ma stratégie pour me détruire. Je me suis retourné et j'ai couru. J'ai entendu Maria crier mon nom, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai couru, bousculant les gens, sortant du jardin, par le portail latéral, et j'ai juste couru. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. J'ai fini dans un parc au bout de la rue, celui où Mildred m'emmenait. Je me suis effondré sur un banc, tout mon corps tremblant. Elle avait gagné. Elle avait gagné. Elle avait mon mari. Elle avait le bébé. Elle avait mon entreprise. Et maintenant, elle avait ma maison. La maison de ma grand-mère. Elle avait tout pris. Je suis resté assise là pendant, je ne sais pas, 1 heure. Le soleil brillait toujours. Le monde tournait toujours. Cela ressemblait à une mauvaise blague. Toute ma planification, toute ma stratégie, pour rien. J'étais juste vaincu. Mon téléphone a vibré. J'ai pensé que c'était Maria et je n'avais pas la force de lui parler, mais je l'ai quand même sorti. Ce n'était pas un appel. C'était une notification de calendrier. Réinitialisation annuelle du mot de passe de la sauvegarde cloud de Mildred. Je l'ai regardé.
C'était un rappel que j'avais programmé des années auparavant. La sauvegarde cloud de Mildred. Mon souffle s'est coupé. Je me suis souvenu, il y a des années, que ma grand-mère s'était fait voler un tableau de valeur. Après cela, elle était devenue paranoïaque. Elle en plaisantait, mais elle était sérieuse. Ils peuvent voler mes tableaux, Alice, mais ils ne peuvent pas voler mes secrets. Elle avait installé des caméras, de minuscules caméras à la pointe de la technologie pour l'époque, dans le salon, dans le bureau, dans le couloir de l'étage. Elle avait dit que c'était pour surveiller les antiquités. Deborah et Richard pensaient probablement qu'elle faisait juste partie d'un vieux système d'alarme hors service. Mais Mildred avait été une technophile. Elle adorait les gadgets. Je savais. Je savais juste qu'elle les aurait connectés à un serveur cloud. Un serveur dont j'avais encore les mots de passe. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine taper. J'ai ouvert mon application de stockage cloud, j'ai navigué jusqu'au dossier partagé qu'elle avait créé pour moi des années auparavant. Mildred-backup-feed. J'ai cliqué dessus. Une demande de connexion. J'ai entré le mot de passe. C'était toujours actif. Ça enregistrait toujours. Le flux est apparu, une grille de 4 angles de caméra, le bureau, le salon, le couloir de l'étage, le porche d'entrée. Tous en direct. Et puis je l'ai vu, l'onglet qui disait « Historique des événements ». Il y avait des enregistrements remontant à des années. Je ne suis pas revenu en courant. J'ai marché. Je suis retourné à cette maison. La tête haute. Mon téléphone serré dans ma main comme une arme. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était froid. Il était stable. C'était un métronome. Quand je suis arrivé dans le jardin, la fête battait son plein. Brenda, Mark et Deborah tenaient la cour près du podium, acceptant les félicitations. Les équipes de télévision rangeaient leur matériel, obtenant leurs extraits sonores de la famille triomphante. Oh, regarde, a ricané Brenda alors que je m'approchais. Son repos au lit était oublié. Elle se tenait droite, tenant un verre de cidre pétillant. Elle est de retour. Tu es venu chercher tes petits jouets? Je n'ai rien dit. Je suis passé droit devant elle, devant eux tous, jusqu'au grand écran de projection que nous avions installé pour les finales du tournoi. J'ai débranché la console de jeu, qu'est-ce que tu crois faire? A lâché Mark. Il a même fait un pas vers moi. Alice, arrête. Tu te ridiculises. C'est fini. Tu as raison, ai-je dit. C'est fini. J'ai sorti l'adaptateur de ma poche et j'ai branché mon téléphone sur le projecteur. L'écran a vacillé, puis a affiché l'écran d'accueil de mon téléphone. Tu voulais parler de valeurs familiales, Brenda, ai-je dit, et ma voix était claire et forte, portant au-dessus du silence stupéfait. Tu as raison. Parlons-en. J'ai appuyé sur « Play ». L'écran s'est animé. C'était le flux de la caméra du salon de la semaine dernière. La qualité était nette. L'audio était cristallin. Brenda et Mark étaient sur le canapé. Deborah se tenait au-dessus d'eux. Elle est tellement stupide, la voix de Brenda a résonné dans la cour. Confinée au jardin. Elle nous offre littéralement la scène. On utilisera sa propre presse, son propre événement pour annoncer notre programme et pour prendre la maison. Mark a ri. Et ton père est sûr qu'il peut te céder la maison. Le testament, je l'ai lu. Il est solide. Papa fera tout ce que je lui dirai, a dit Brenda en agitant la main. Il est tellement désespéré d'avoir une deuxième chance de famille. Tellement coupable à propos d'Alice. C'est pathétique. Il signera. Deborah, tu dois juste t'assurer que l'avocat a la clause sur l'usage familial prête. Je m'en suis déjà occupé, a dit Deborah. La foule a halté. Les équipes de télévision. Oh, les équipes de télévision. Elles ne rangeaient plus. Elles tournaient leurs grosses caméras. Pas sur moi. Sur l'écran. C'est. A balbutié mon père de sa chaise. C'est sorti de son contexte. Ce n'est pas, vraiment, ai-je dit calmement. Regardons une autre. J'ai cliqué sur le fichier suivant. Celui-ci datait d'il y a 2 semaines. La caméra du couloir de l'étage. Elle montrait Brenda seule. Elle n'était pas au repos au lit. Elle était en pantalon de yoga, tenant son téléphone. Elle a regardé de haut en bas du couloir,
puis, délibérément, théâtralement, s'est jetée dans les 2 dernières marches de l'escalier. C'était un atterrissage maladroit et doux sur la moquette. Elle a poussé un cri. Nous avons regardé en silence, stupéfaits, Mark et Déborah arriver en courant. Oh mon Dieu, mon bébé, sanglotait Brenda sur la vidéo. Je crois que j'ai des complications. Le stress. C'est Alice. Le médecin, il a dit que je devais rester strictement au lit. La caméra l'a ensuite montré, après que Mark et Déborah se soient précipités pour lui chercher de l'eau, regarder la caméra et faire un clin d'œil. Toute la cour était silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de Brenda était cendré. Déborah secouait la tête, chuchotant « Non, ce n'est pas réel. » « Toi !» a crié Janice, la parente, de la foule, en pointant Brenda. « Tu as simulé. Tu nous as menti. Tu as menti sur tout. » « Mais attendez, ai-je dit. Il y en a une de plus. Ma grand-mère était une femme très minutieuse. Elle n'a pas seulement installé des caméras de sécurité. J'ai cliqué sur le dernier fichier. Il ne provenait pas du flux de sécurité. C'était un fichier vidéo que Mildred avait sauvegardé dans ce même dossier partagé. Il était intitulé « Pour Alice ». À lire en cas de besoin. Il était daté de 3 jours avant sa mort. Son visage a rempli l'écran. Elle était dans son bureau. Elle avait l'air fatiguée, pâle, mais ses yeux étaient vifs comme des pointes. « Bonjour, Alice », sa voix, forte et claire, a résonné dans la cour silencieuse. Si tu regardes ceci, cela signifie que Déborah et sa progéniture ont finalement fait exactement ce que je savais qu'elles feraient. Déborah a poussé un petit cri étranglé. Richard, a dit Mildred, et mon père a tressailli comme si elle était dans la pièce, son visage s'effondrant. Tu es un homme faible. Je t'aime, mais tu es faible et on se joue de toi. J'ai essayé de te protéger. J'ai essayé de protéger cette famille. Mais Déborah est un parasite. Alors, je mets ceci en application. Ceci est mon dernier testament, enregistré et notarié. La vidéo a balayé vers un avocat assis à côté d'elle qui a hoché la tête à la caméra et a énoncé son nom et la date. La maison, a poursuivi Mildred, et l'intégralité de l'héritage du fonds Collins pour le développement de la jeunesse reviennent à ma petite fille, Alice, sans condition, à son 28e anniversaire. Tu vois, a hurlé Déborah. Mais la clause. La clause sur l'usage familial. Je sais que tu entends ça, Déborah, a tonné la voix de Mildred comme si elle l'avait entendu. Je sais que tu te crois maline. Je sais que tu as trouvé cette petite clause sur l'usage. Tu planifies ça depuis que je suis tombé malade. Alors, j'ai ajouté une sécurité. Une nouvelle, datée d'aujourd'hui. Elle a souri de ce vieux sourire vif de joueuse d'échecs. Si Déborah ou sa descendance, Brenda, ou toute partie agissant en leur nom, y compris mon fils à la volonté faible, Richard, tente un jour de contester ce testament ou de prendre possession de cette maison à Alice par quelque moyen légal, manipulation ou coercition que ce soit. Elle s'est penchée vers la caméra, la totalité de la succession, chaque centime, chaque brique, doit être immédiatement liquidée. La maison vendue, le fonds vidé, et chaque dernier centime donné au Centre national pour les enfants disparus et exploités. Elle a fait une pause. Alors, vas-y, Déborah, a tonné la voix de Mildred, pleine d'une juste fureur. Essaie de la prendre. Je te mets au défi. Échec et mat, espèce de sorcière. La vidéo s'est terminée. J'ai éteint le projecteur. L'écran est devenu noir. La cour était silencieuse. Puis le journaliste local, celui qui avait interviewé Brenda, a tourné sa caméra sur elle. La lumière vive a frappé son visage. Mademoiselle Miller, a-t-il dit, sa voix froide. Avez-vous un commentaire à faire à ce sujet? Sur la fraude, sur le complot visant à frauder une œuvre de charité? Brenda a juste regardé, la bouche ouverte. Mark. Mark était déjà parti. Il s'était éclipsé par le portail latéral au moment où le visage de Mildred est apparu. Un lâche jusqu'au bout. Déborah balbutiait. C'est un faux. C'est un deepfake. Elle est instable, on vous l'a dit. Elle a fait ça, c'est une magicienne de la technologie. Mais mon père. Mon père s'est juste affalé sur une chaise de patio. Son visage dans ses mains. Il sanglotait. Des sanglots forts, laids, brisés.
Il savait que c'était fini. Et moi? Je suis juste resté là. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé. J'ai regardé les journalistes entourer Déborah. J'ai regardé les parents, mes parents, commencer à applaudir. J'ai regardé Janice s'approcher de Brenda et lui dire quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais qui a fait fondre Brenda en vraies larmes. Je suis juste resté là, dans le jardin de ma grand-mère, et pour la première fois en 6 mois, j'ai ressenti la paix. Si vous écoutez encore, s'il vous plaît, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton j'aime et commentez le chiffre ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes toujours là et que vous êtes avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un immense encouragement pour moi. S'il vous plaît, commentez ce chiffre 1 pour que je puisse vous voir. Et maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Les 6 mois qui ont suivi ce jour ont été une tempête d'un autre genre, mais c'était une tempête purificatrice. La vidéo, comme vous pouvez l'imaginer, a fait le tour. Les nouvelles locales se sont régalées. Guerre d'héritage, le dernier coup de la grand-mère. L'angle de la fraude caritative est celui qui a marqué. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités, une fois informé par mon avocat, a pris un intérêt très vif. Déborah et mon père ont été ensevelis sous les ennuis judiciaires. Le transfert de la maison à Brenda, bien sûr, était immédiatement annulé. Mais plus que ça, en essayant de le faire, ils avaient déclenché la clause caritative. Mon avocate, Madame Harrison, que je suis convaincu d'être un génie, a soutenu que puisqu'ils avaient déclenché la clause, ils étaient responsables de la perte potentielle pour l'œuvre de charité. Déborah a dû vendre sa Mercedes, ses bijoux, tout ce qu'elle possédait juste pour couvrir les frais de justice et les règlements. Mon divorce d'avec Marc a été rapide. Il ne m'a contesté sur rien. Il n'a pas osé. Il a perdu son travail. La clause de moralité de son contrat a été sa chute lorsque le reportage a été diffusé. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un studio de l'autre côté de la ville, occupant un poste de vendeur de bas niveau. Il a renoncé à tous ses droits sur la maison, bien sûr. Brenda. Brenda a eu son bébé, une petite fille. Elle et mon père ont quitté la ville. Je crois qu'ils ont déménagé quelque part dans le Midwest, là d'où Déborah était originaire. La honte était trop grande. Il a perdu sa réputation. Elle a tout perdu. Je ne sais pas si elle est avec Marc. Je m'en fiche. Et moi? Je suis debout dans le bureau de ma grand-mère en ce moment, mais c'est mon bureau. Les murs sont d'un gris doux et chaud. La peinture rose hideuse a disparu. Mon équipement de jeu est installé contre un mur. Et sur l'autre, juste en face de mon bureau, se trouve l'échiquier restauré de Mildred. Mon académie est florissante. Après que l'histoire a éclaté, les parents sont revenus en masse. Ils sont revenus avec des excuses et des dons. Le tournoi mémorial Mildred Collins est maintenant un événement annuel. Mon académie n'est plus seulement une académie. C'est une fondation. Nous avons des bourses. Nous travaillons en partenariat avec des foyers d'accueil. Nous sommes complets. La maison n'est plus froide. Elle est bruyante. Elle est pleine d'adolescents qui rient et crient devant des écrans. Elle est pleine de vie. Elle est pleine de ma famille. Je n'ai jamais pensé que je guérirais de l'infertilité, de la trahison. C'est une cicatrice. Ce sera toujours une cicatrice. Mais ce n'est plus une plaie ouverte. J'ai appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. Ce n'est pas ce qu'on vous donne. C'est ce que vous construisez. Ce sont les personnes que vous choisissez et celles qui vous choisissent en retour. Je construis encore chaque jour. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez traversé quelque chose de semblable, si vous vous êtes déjà senti petit ou brisé, sachez que vous n'êtes pas seul. Et ça s'améliore. Il vous suffit de trouver votre propre jeu à jouer. Si vous avez une histoire, j'aimerais l'entendre dans les commentaires. Nous avons tous besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls. Merci.